Bonjour les amis, c'est dans un Paris futuriste que je vous propose de vous promener aujourd'hui. Bienvenue, avenue de France, dans le 13e arrondissement, dans le quartier de la ZAC Rive-Gauche. Sous mes pieds, une partie des voies ferrées de la gare d'Austerlitz. Et au-dessus de ma tête, des immeubles de verre et d'acier qui nous donnent l'impression qu'on se promène en quelque sorte à Manhattan, dans New York. Cette longue avenue de 2 km relie le boulevard Vincent Auriol avec le métro aérien à la Porte de France, où trônent les 2 tours de Jean Nouvel. Alors ce quartier fonctionne un petit peu comme un village parisien, avec ses habitants, ses commerçants, ses artisans et son lot de surprises qu'on adore vous faire découvrir dans Paname. Vous me suivez les amis, on est parti. Cette semaine dans Paname, Yvan mouillera la chemise et se risquera au saut acrobatique du double dutch, un sport étonnant, tout droit venu des États-Unis. Au fur et à mesure, il faisait ça dans la rue et ça s'est popularisé. Nous rendrons visite au bateau phare, reconnaissable de loin à sa grande balise rouge. À part la Tour Eiffel, on est le seul phare de Paris. Frédéric Gersal nous fera découvrir avec malice l'histoire des grands moulins de Paris, un site industriel reconverti en université. Le blé qui va être transformé en farine grâce à ces grands moulins de Paris pour les Parisiens. Yvan poussera les portes de l'atelier d'Isabelle, une artiste qui transforme le verre en œuvre d'art. Mais on peut faire des tas de choses avec le verre. Waouh, ça donne ça. Voilà. Et pour commencer, Yvan explore les fonds marins. Enfin, presque. Nous voilà à Ephéméra, un restaurant immersif qui plonge le visiteur dans un décor digne de 20 000 lieues sous les mers. Salut Jade. Bonjour. Bon écoute, je n'ai que les palmes, j'ai pas le masque et le tuba, j'ai pas le dress code complet, mais est-ce que tu m'acceptes quand même dans ton restaurant? Je t'accepte, il n'y a pas de souci. Enfin, Bienvenue. non. Merci. Dans ton restaurant, plutôt dans quoi? Dans un aquarium? Ouais, c'est ça. On s'est inspiré des fonds marins, donc on peut dire d'un aquarium. Ah, vous avez dû vous amuser au niveau déco, là. Il y a du travail. Raconte-moi un peu. L'idée, c'est vraiment de faire des restaurants immersifs. Donc là, on s'est inspiré d'Under the Sea, donc les fonds marins. On travaille avec une dame qui s'appelle Henriette et qui nous a fait de toutes pièces tout le décor. Donc avec on a ses des mains. étoiles de mer, on Il y a a un des petit peu de algues, tout. on a tout. Exactement. Quoi. On a tout ce qu'on peut voir dans un océan. Quoi. C'est assez. Elle a vraiment voulu créer un décor assez magique. Et c'est immense en plus. C'est pas mal grand. C'est-à-dire, vous avez combien de mètres carrés, là? En tout, dans tout l'établissement, on a 1200. Ah ouais. Et là, juste ici, on a 400. Avec combien de places? On met 120 places assises. 120 poissons qui peuvent manger en même temps. Exactement. C'est super, c'est génial. Et alors, à quoi ils servent ces grands écrans blancs? Ah, tu veux voir la oui, surprise? Oui. Ouais, j'ai enlevé mes palmes parce que c'est pas très confortable quand même. Ok, Hop. je Mais te montre. montre-moi. Il n'y a pas que le décor. Il n'y a pas que le aussi décor? un système de son et de lumière et de vidéoprojection. Montre-moi. Ça, c'est pour l'effet waouh. Ah ouais, là, on nage avec les dauphins. C'est formidable. On a même le chant des baleines. C'est ce que vous vouliez faire, plonger les gens sous mer. Sous mer. Mais c'était vraiment notre but de démocratiser la restauration immersive et de rendre accessible ce genre d'expérience. Ici, on mange pour combien à peu près? 30 €. 30 €. Ouais. C'est l'histoire de 3 personnes, éphéméria. On est 3, c'est ça? 3 gamins, j'ai envie de dire, hein, parce que je peux me permettre. Tu peux le dire, tu peux le dire. Et alors, il y en a un en cuisine, là, C'est qui ça. nous attend. Et puis, il y a la 3e personne, c'est Anna. Anna, qui est du côté du bar. C'est au bar. Ouais. On va la voir? Allez, Tu avec m'y emmènes? plaisir. Allez, Je t'emmène te voir suis. Je mets Anaïs. pas les palmes, hein, parce que c'est pas confortable. Bonjour. Bonjour. Voilà, je te présente Anaïg, le 2e matelot. Voilà pour On boit déjà. Ça, J'adore. Il est l'heure. Hein. C'est sympa. Bien Qu'est-ce que avant c'est? midi. Donc ici, on est sur la cuvée Donadela de la maison Ejateja qui a vinifié en fait une partie sous la mer. Vinifié sous l'eau. Et oui, Exactement. on rentre dans le thème jusqu'au bout. Vers Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, c'est vraiment le principe, c'est de venir trouver tous les produits qui sont en accord avec le concept, donc sous les fonds marins. Bon, évidemment, à consommer avec modération, mais on Évidemment, va y goûter tout de toujours, suite. toujours. Modération. Bon, c'est pas iodé, mais c'est très bon. Avec que ça vous plaise. Et tu es en charge de quoi, Naïg?
Alors ici, je m'occupe de toute la partie gestion opérationnelle, donc financière, RH, vraiment avec Loris également qui fait la partie plus en cuisine. Donc je vais m'assurer que tout se passe bien dans les restaurants d'aujourd'hui quand Jade s'occupe de faire tous les restaurants pour demain. On a la chance d'être très complémentaires, même si très différents, et c'est ce qui fait, je pense aussi qu'aujourd'hui, on a réussi à avancer au fur et à mesure. La passion du travail bien fait, etc., a fait qu'au bout d'un moment, on arrive à tous se mettre d'accord et faire les choses bien ici. Et le premier projet ensemble, c'était où et c'était quand? C'était À dans Lyon. une librairie en 2019. On a eu l'opportunité de s'installer là-bas sur 48 heures pour un week-end. On avait fait un petit restaurant autour de l'illusion. À ce moment-là, on était 10 en réalité à faire ce projet et on n'a été que 3 en fait à être vraiment motivés de le refaire. Et ça a marché? Et c'est Jade, Loris et moi. Et donc on a trouvé le moyen, d'une manière ou d'une autre, de voir comment est-ce qu'on pouvait faire perdurer un petit peu ce concept de restaurant éphémère, puis qui, au fur et à mesure, est devenu éphéméra. On a le restaurant, hein, on a le bar, et puis il y a un troisième lieu qui est important ici, c'est la cuisine. Bien sûr. Et ça, c'est le domaine de Loris. C'est ça, Et là, je vais aller le voir tout seul. tu vas le voir. Je vais quand même boire un petit coup, je vais pas finir mon verre, mais Avec modération. il faut être modéré, ouais, c'est important. Merci beaucoup. Bonne Avec dégustation. plaisir. Merci, Merci, au Yvan. revoir. Au revoir. Bonjour messieurs, bonjour Loris. Bonjour. On est immergé dans une vraie cuisine là. C'est ça, c'est l'objectif. Ouais, mais on plaisante pas. Là, on travaille vraiment, on fait de la cuisine là. C'est ça. Et c'est toi qui t'en charges. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans la maison? Et bah, ce qu'on mange dans la maison, principalement, c'est du poisson. Ce qu'on trouve hyper intéressant avec le poisson, c'est qu'on a plein de façons de le travailler. Donc voilà, Et voilà, c'est bon, c'est pour le préparé. ceviche. Et la dernière touche, c'est un petit peu comme ça de pistache, ce qui se marie très très bien avec la fraise. J'ai plus qu'à déguster quand même, faut que j'y goûte. Hein, Ah bah, de ces plats. et c'est Allez, je prends la l'objectif. dorade. Faut pas se priver. Mmh. Bravo, c'est délicieux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao. Après cette immersion en eau profonde, Yvan nous emmène au frigo. Un lieu atypique où l'art et la création ont établi leur quartier depuis les années 1980. Salut Isabelle. Bonjour Yvan. Merci de me recevoir dans les fameux frigos qui sont en quelque sorte l'un des derniers témoins du passé industriel du quartier. Qu'est-ce que c'est que ces frigos? Alors, les frigos, ce sont en fait les anciens frigos de la ville de Paris, vraiment, qui entreposaient tout ce qui était alimentaire pour la ville. C'était les Rungis de l'époque. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, ce sont des ateliers d'artistes et artisans. En 1980, la SNCF a décidé de transformer ce lieu, avec ses immenses volumes, en atelier. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est une quarantaine à peu près, toutes quarantaine, les- cinquantaine, plein de disciplines différentes. Et toi, tu es artiste Je travaille le verre, artiste verrière. et ton atelier il Et est mon juste atelier là. est là. Tu m'y Je emmènes? suis au rez-de-chaussée, avec plaisir. Waouh! C'est super clair ici. Voilà, bienvenue à l'atelier. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais précisément, Isabelle, dans cet atelier? Je travaille le verre sous différentes techniques. J'ai commencé par le soufflage. Ensuite, je me suis tournée vers d'autres techniques, l'émaillage et la gravure, avec les tableaux que l'on voit ici. Ça, c'est l'émaillage. Oui, émaillage, thermoformage, gravure. Donc, je travaillais pendant plusieurs années des pièces uniques, comme ça, en tableau. Et ensuite, je me suis tournée, parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre et découvrir d'autres techniques, vers le fusing. Et le Fusing. Fusing, F-U-S-I-N-G, c'est un terme américain. Et en fait, c'est l'assemblage de différents morceaux de verre que l'on découpe au préalable et ensuite que l'on assemble pour ne former que un. Ça, c'est ça. C'est un exemple Exactement, de fusing. exactement. OK, donc tu Là, as... c'est par exemple, une coupelle que les élèves font ici, par exemple. D'accord. Ça, c'est un travail de débutant. Voilà. C'est déjà très joli. Donc, c'est un assemblage de verres différents. Oui. OK. Je travaille aussi la gravure. Je vois que tu as préparé Et le travail, donc, là. Hein. je t'invite à, T'as préparé mon arrivée. à le faire toi-même. ensemble. Voilà. D'accord. Donc, on va travailler sur Paname, évidemment. Paname, la Tour Tour Eiffel, Eiffel, la la trottinette, voilà. Montre-moi déjà comment ça fonctionne. Voilà, par exemple, ce que tu peux faire. Ça sent le dentiste, là. Hein.
Ok. À ta guise, À ma guise, te je fais ça. promener, dessiner, c'est ton crayon. C'est ton D'accord, crayon. et j'appuie là. Voilà, exactement. C'est ton crayon. Je fais comme toi pour l'instant. Hein. Très bien, très très bien. Voilà, et maintenant ce que je te propose, je t'ai préparé Paname Oui. et je vais t'accompagner à la sableuse et c'est toi qui vas sabler. Ok, bah tu Si vas tu me es montrer. d'accord. Ah bah je suis d'accord. Bah voilà. J'ai jamais fait ça. Ok, allez. Voici la sableuse. Avec cette pédale ici, quand je vais mettre en marche, Oui. tu vas gentiment appuyer et tenir. Tes mains sont à peu près à 10 cm de la tête. Oui. Et le sable va sortir par la buse qui est ici. Ok. Donc, Je me mets là. Tu regardes, hein. Attends, pardon, excuse-moi. Voilà. Donc là, je prends à 10 cm comme ça. Très bien, très Et bien. là, à peu C'est près parfait, c'est parfait. Et j'appuie Gentiment, ouais. sur le P. Ouais. Voilà, j'éteins. Ta pièce, Yvan. Ok. On va aller découvrir ensemble ce que ça donne. Mhm. Et là, donc le verre va être gravé, Là, c'est ça? oui, tout à fait. Bravo. Est-ce que tu es content? Mais oui, je suis content d'avoir découvert cette technique. Voilà. Je ne connaissais pas. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec le verre. Mais on peut faire des tas de choses avec le verre. Ça, c'est- Tu peux aussi travailler avec des fils. Ce sont des toutes petites baguettes de verre, plus ou moins Ouais. fines. Et la façon dont je les superpose les unes sur les autres, par exemple, comme pour réaliser ce plat. Waouh, ça donne ça. Voilà. D'accord. Je Avec- te remercie beaucoup de nous avoir ouvert ton atelier, de nous avoir donné la possibilité de découvrir ces frigos qui sont ouverts au public. Il faut venir fait. vous voir, c'est important parce que c'est un vrai centre de création. Exactement. Merci beaucoup Isabelle, à très bientôt. Je viendrai Merci chercher beaucoup. Merci ma beaucoup. petite création. Merci. Yvan longe la rue Thomas Mann pour rejoindre Frédéric Gersal qui semble s'être laissé aller à une petite sieste au soleil. Meunier, tu dors? Meunier, ouais. vous dormez, vous ne voyez pas que votre moulin va trop vite? Oh là là, mais pourquoi vous me réveillez? Parce qu'il faut moudre mon blé. Allez, Yvan, Allez, levez-vous. donnez-moi la main. Allez, hop. Ah, bah oui. Et en plus, on se développe devant, vous avez vu devant quoi nous nous trouvons? Les grands moulins de Ah, Paris. c'est emblématique. Quand on se déplace sur la Seine ou qu'on se déplace sur les quais de Seine, on voit ces bâtiments gigantesques, les moulins de Paris. Et on s'étonne un petit peu d'ailleurs, parce que d'abord, il n'y a pas de bras. Oui. Un moulin, c'est ou un moulin à vent ou un moulin à eau. Et là, nous sommes devant des moulins. Ce sont en fait des bâtiments qui, depuis 1996, ne constituent plus des moulins en tant que tels, mais un site universitaire. Je vais vous raconter toute cette histoire en se rapprochant de ces bâtiments historiques. D'abord, hop, c'est vous qui portez. Vous m'emmenez où, Frédéric? Pas trop loin parce que mon sac, il est lourd. Hein. Non, non, non. On reste ici, dans cette allée principale. On borde les grands moulins de Paris. Ils sont impressionnants. Hein. On est non loin de la Seine, et c'est logique. La route, la Seine, c'est-à-dire les péniches, les camions qui arrivent avec le blé, qui va être transformé en farine grâce à ces grands moulins de Paris, pour les Parisiens, pour nourrir les Parisiens. Et toute cette histoire a commencé en 1916, Ouais. avec l'installation et la création de la société des Grands Moulins de Paris. Qui a eu cette idée? Alors, c'est un meunier de province qui s'est installé à Paris. Et puis l'entreprise va être reprise en 1919, c'est-à-dire au lendemain de la Grande Guerre, Ouais. par Ernest Villegrain. Le bien nommé. On ne pouvait pas mieux tomber. Et Ernest Villegrain, en 1919, il crée cette société. En fait, il est ministre du ravitaillement. Donc ça aide. Il est C'est-à-dire- meunier aussi, non? Il est meunier, grande bah oui. famille de meuniers. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Absolument. Et alors, ces volumes sont gigantesques, vous avez remarqué. Ouais. On le voit quand on passe le long de ces bâtiments qui ont été conservés, en tout cas les principaux. Mais là, on a des grands bâtiments qui montent très haut en altitude, volume, ouais. en volume, parce qu'on faisait monter le grain tout en haut et il redescendait étage par étage avec à chaque fois une transformation. Il était séché, puis on le descendait encore, il était moulu, puis calibré, puis nettoyé, puis ensaché, c'est-à-dire mis en sac. Et les petits Parisiens pouvaient venir acheter leur farine On directement pouvait venir ici? acheter sa farine ici, mais c'était évidemment avant tout destiné aux professionnels, c'est-à-dire aux boulangers de Paris et de la Couronne. Ça a duré combien de temps, cette activité? Eh ben, ça a duré 80 ans, puisqu'on peut parler de 1916 pour la création, et 1996, c'est fini. Terminé. Alors, les grands moulins existent toujours, mais ils sont partis à Gennevilliers, ils ont quitté L'enceinte de Paris. Paris intramuros,
Et ça a été transformé en site culturel pour Université Paris-Cité, Ouais. où là, c'est la grande bibliothèque avec 1400 places de lecteurs, donc c'est quand même un lieu emblématique. C'est quoi là-bas, là, cette fontaine toute jaune? Ah. Moi, je la connais pas de cette couleur d'habitude, Vous la la fontaine. reconnaissez quand même. Wallace, oui. Fameuse fontaine Wallace, offerte par Richard Wallace, un riche Américain. Après la guerre de 1870, il en a offert 100 à la ville de Paris. Il y en avait 2 par arrondissement minimum. Et puis, dans le 13e arrondissement, eh bien, la municipalité a décidé d'en colorer 3. Il y en a une rouge dans le quartier chinois. Pour rendre hommage On aux voit la Chinois. logique. Oui, oui, oui. Une rose du côté de la Bibliothèque nationale de France. Quoi, c'est la bibliothèque rose? Ça fait penser. Et puis une jaune ici. Alors vous allez trouver évidemment pourquoi jaune. Jaune, jaune. Le blé. Mais oui, couleur du Le blé. blé. Bravo. Absolument. Dites-moi, moi j'ai d'autres grains à moudre là, parce Oui. que j'ai ma balade à continuer Ah, vous autour allez de où l'avenue de France. Vous verrez l'émission, vous n'avez qu'à D'accord. regarder le dimanche à 12h55. Allez, au boulot maintenant. C'est pas sur France 3? Si, c'est sur France Ça 3. s'appelle Paname, non? Mais oui. Évidemment. Cap sur les quais de Seine pour découvrir l'histoire mouvementée d'un drôle de bateau rouge, bien connu des fêtards parisiens. Les amis, je vous présente la star du quartier, c'est le bateau phare et je vais tout de suite rencontrer ses propriétaires. Bonjour Blasia. Bonjour Cyril. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors c'est vous les heureux propriétaires du bateau phare. Et oui, on a cette chance. On s'en approche un peu? On va Ah oui, voir, avec là, plaisir. Avec cette belle couleur, c'est sa couleur d'origine? Et oui, c'est sa couleur d'origine. Et nous, on a une dérogation puisque c'est la couleur aussi des pompiers. Et on est les seuls à être habilités à garder cette couleur pour le bateau phare. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de ce bateau phare. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un bateau phare? Alors, un bateau phare, en l'occurrence celui-là, qui s'appelle le bateau Osprey, a été construit dans les années 53 en Grande-Bretagne. Et donc, il a été placé spécifiquement de 1955 à 1975 dans les mers d'Irlande. Et un bateau phare, en fait, ça servait de guide pour les marins du monde entier. Pour faire son boulot de phare. Exactement. Parce qu'il y a un C'est un phare là-haut. flottant. Parce qu'il y a un C'est un phare. phare flottant. À part la Tour Eiffel, on est le seul phare de Paris. Donc on éclaire, on rayonne, on éclaire tous les Parisiens. Et ça a été le haut lieu de la musique électro avec des bons live rock, pop, etc. Ah oui, c'était très couru comme Oui, endroit dans pendant les une années quinzaine d'années. 90. On veut vraiment accueillir l'ensemble des Parisiens Oui. pour leur faire découvrir le funk, l'électro-jazz, l'afrobeat, les saveurs autour du monde, les vins autour du monde. Voilà, c'est vraiment le thème du voyage. Et voyager, c'est aussi dans l'assiette que ça se passe. Parce que si Et on ça se mange d'une passe façon effectivement très dans l'aspect exotique. culinaire. Ça a l'air bon. Salut Xavier. C'est excellent. Alors Xavier, je vais te dire, c'est un pilote de Formule 1 pour moi. Il est aussi zen qu'efficace, que beau gosse. Il nous a fait une carte. On travaille avec lui depuis 2019 et on est resté vraiment fidèles. Et Vlasia m'a dit, OK, je veux bien reprendre la direction de la terrasse, mais si j'ai Xavier à mes côtés pour la cuisine. C'est vrai. Donc il est là. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Xavier? Alors aujourd'hui, on va faire un petit ceviche fumé minute. C'est une recette qu'on met en place, qu'on fait les jours où on fait les masterclass. Ouais. On est tous ensemble autour de la table, on partage un après-midi ensemble. Et on fait des petites recettes comme ça, fraîches, au goût du soleil et autour des aliments qui rappellent aussi le voyage. Donc là, on va aller en Amérique du Sud, hein, au Là, Pérou. on va aller en Amérique du Sud, exactement. Avec- On va revisiter un peu le ceviche, mais on va le fumer Fumer avec la noix de coco. avec la noix de coco. donc. Alors, qu'est-ce que c'est Attends, comme je protège. appareil? Oui, c'est quoi? Alors, ça s'appelle un smoking gun. C'est une machine à fumer. Et ça permet de fumer les aliments minutes. Voilà. On va laisser un tout petit peu comme ça. Mhm. On va rajouter un peu de grenade, de la mangue, de la coriandre en feuilles, de la coriandre hachée. On a de la noix de coco sec. Et de l'oignon Et rouge. On a de l'oignon rouge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dresser dans une noix de coco entière. Waouh! Ah, c'est chic, c'est beau. Là, je mets la petite émulsion dessus. Là, on va cacher la petite chair de poisson. Mhm. Dis donc, c'est beau, hein? Voilà. Et après, tu n'as plus qu'à goûter. Et nous, on peut goûter aussi ou... Non, Ah, c'est non. que pour moi. Et pendant que je vais déguster, je pense que Cyril va nous jouer un petit air de Ah oui, saxo. si vous voulez, oui. Eh ben, c'est ma passion. C'est ta le jazz. passion.
Merci Xavier, on se Cyril, revoit. merci. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci beaucoup. C'était très sympa. Le bateau phare, on écoute de la musique, on boit des bons coups, on mange très très bien. On va aussi sur ce bateau et surtout on voyage. Eh oui. Moi je vais vous laisser parce que je vais continuer mon voyage à l'intérieur du quartier de la ZAC Rive-Gauche et de l'avenue de France. Au plaisir Eh de ben, t'accueillir à merci, nouveau chez Merci nous. beaucoup. Merci À très bientôt. beaucoup. Amusez-vous À bien. bientôt. Au revoir. Et c'est au pied de la bibliothèque François Mitterrand qu'Yvan retrouve des athlètes, championnes sauteuses de double dutch. Ok. Bravo les filles, bravo. Merci beaucoup. Waouh, c'est spectaculaire. Donc là, vous êtes en train de pratiquer ce qu'on appelle le double dutch. Exactement, le double dutch, c'est un sport qui vient tout juste donc des États-Unis, qui vient donc de deux petits enfants hollandais qui en faisaient donc dans la rue à New York, dans le Bronx. Oui, là, on est dans les années 60, c'est ça? Exactement, c'est ça. Au fur et à mesure, ils faisaient ça dans la rue et ça s'est popularisé. C'est un sport urbain. Oui, un sport urbain comme le hip-hop. C'est arrivé en France dans les années 80. Oui. Donc grâce à ma maman et à... Grâce à ta maman. Oui, c'est ça. Raconte-moi ça un peu. Elle a découvert donc, un groupe, donc Africa Bambaataa, qui sont venus à Paris pour un concert. Et elle a vu des jeunes filles donc, faire du double dutch. Et depuis ce jour-là, elle s'est dit je voudrais faire ça toute ma vie. Et elle a réussi à créer son club et ça s'est popularisé en France et dans tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît dans le double dutch? Dans le double dutch, c'est surtout l'esprit d'équipe, avec donc toutes les filles du club et surtout de créer de nouvelles choses, des nouvelles figures, d'essayer et toujours avoir soif de création. Là, on est vraiment dans un sport, hein. C'est vraiment une discipline sportive, le Oui, double c'est dutch. ça, c'est un sport avec des championnats internationaux, nationaux et même régionaux. Et là, on bataille pour rentrer aux Jeux Olympiques. Carrément les Jeux Olympiques? Oui, Ok. les Jeux Olympiques. Bon, bah Toujours écoute, une moi session. j'aimerais bien que tu me montres comment on fait pour déjà sauter à la corde. Tu sais, la D'accord. dernière fois que j'ai fait ça, je devais avoir 10 ans. Alors, À l'école. aujourd'hui, j'en ai 8 ans. À peine 8 ans. Alors, OK. Alors donc ça, c'est la single rope, c'est la corde simple. ouais, Donc on va la mettre donc derrière. d'accord. Et là, on va faire de grands cercles avec nos bras. Et dès que la corde revient devant, on saute. 1, 2, 3, on saute. Saute, saute, c'est ça. C'est tout simple. Après, il y a des croisés qui peuvent arriver, des figures. Alors, c'est quoi les croisés? Les croisés, c'est quand on croise devant, ici. Et on saute en même temps. C'est ça. Mais on croise Il après. faut bien croiser pour Comme que ça. les poignets sortent. Ah, faut que Voilà, les poignets c'est sortent. ça. OK. Allez, on y va, on va essaye. faire un croisé. 1, 2, 3. on croise. Presque, c'est ça. Presque, mais il faut continuer. Oui, il faut continuer avec les bras. Bon, écoute, on va arrêter là. D'accord. Moi, ce que j'aimerais bien pratiquer, c'est ça, là. Parce que c'est là qu'on sent que c'est un sport d'équipe. Oui, c'est ça. Le double dutch, donc avec les deux cordes. Avec les deux cordes. Ouais. Alors, Tu veux essayer de tourner? je vais essayer de tourner. Et je vais interviewer Jade. En même temps. Alors attends. Donc on commence en faisant des petits cercles Ouais. et au fur et à mesure on s'avance jusqu'à ce que les cordes touchent le sol et on fait D'accord, des il faut que ça grands touche. cercles. Là, ça touche la caméra, mais il faut que ça touche le Voilà. sol. D'accord. Et là, moi, je vais rentrer. Il faut être très régulier. Ah ouais. Donc toi, Jade, t'as découvert le double dutch comment? Double Alors, dutch. donc la mère de Kenya, qui est la présidente du club, c'était une amie d'enfance de ma mère et ma tante. Elles faisaient de la danse ensemble et elles habitaient dans le même quartier. Ouais. Du coup, quand ma mère a appris que Claudine donc, faisait double dutch, et bah, elle m'a proposé d'essayer. Donc j'ai essayé et j'avoue que j'ai Et aimé t'as le ça. virus. Voilà. T'as pas arrêté depuis? Non. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça? Alors moi, ce qui me plaît dans le double dutch, c'est que vraiment, je peux laisser cours à ma créativité. Je considère que j'ai pas de règles, que vraiment, je peux faire ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête, j'essaye. Je suis méchant parce qu'en plus, j'accélère, tu vois. Allez, je vais te laisser. Vous allez me faire une petite démo, enfin même une grande démo. Oui, bien sûr. Tous, vous êtes 6 là. Allez, bravo les Bien sûr. filles. Allez-y.
sont incroyables, elles sont formidables, ces filles. Allez, on va terminer cette jolie balade autour de l'avenue de France avec cette belle démonstration de Double Dutch. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir évidemment me parler sur les réseaux sociaux, à consulter les bons plans de Paname la carte sur le site paname.paris. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Moi, je vais regarder ces filles, elles sont incroyables. Exactement, c'est ça. J'ai 10 ans. Écoute, j'aurais dû laisser comme c'était. Paname était très beau. J'ai cochonné le Paname avec un joli... On peut couper? Ah, je vais prendre la relève. Tu me regardes.